Et la question, c'est, effectivement, ce qu'il se passe aux États-Unis a tendance à arriver en France avec un délai de retard, 5 ans ou que sais-je. On peut s'attendre à une montée radicale de la violence en France. On le voit de toute façon dans les affrontements qu'il y a aujourd'hui dans la société française. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver, avec mon invité Sylvain Le Ganata, Sylvain Tiger, de retrouver notre page économique, politique, puisque avec Sylvain, on va commenter l'actualité la plus brûlante. Bonjour Sylvain. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Sylvain Tiger. Vous êtes notamment le fondateur d'Ultra Bourse. Vous êtes un ancien analyste. Également, vous tradez aussi, hein, c'est ça également. Donc un spécialiste de la finance, mais la finance c'est aussi la compréhension du monde économique et également du monde politique. On va revenir sur ce qui s'est passé cette nuit aux États-Unis dans un premier temps, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais une figure de la droite, une figure majeure de la droite conservatrice a été assassinée cette nuit, Charlie Kirk, qui était une figure, un influenceur notable et très pro-Trump, il faut le dire, mais donc ça a créé une véritable onde de choc aux États-Unis. Ça n'est que le reflet finalement d'une société ultra-violente. La question sous-jacente, Sylvain, c'est est-ce qu'il faut craindre que cet univers particulièrement violent américain se retrouve en France? Oui, comme vous le dites, Louis-Antoine, ce qui s'est passé aux États-Unis, donc Charlie Kirk est un débatteur américain. En fait, il s'est fait connaître parce qu'il a créé une émission qui s'appelait The Charlie Kirk Show, où justement il faisait le tour des universités américaines et il allait débattre en fait avec les jeunes du camp opposé, c'est-à-dire les jeunes, on va dire, libéraux ou wokistes. Et c'était des émissions qui étaient très divertissantes parce qu'en fait, c'était du Cyril Hanouna, mais version américaine. On invite des gens qui débattent sur des sujets extrêmement épineux. Le problème, c'est qu'on est aux États-Unis, donc du coup, ça a très vite dérivé, et puis ça a fini avec une balle dans la jubulaire. Donc, il y a une vidéo d'ailleurs qui circule sur X, hein, vous pouvez la retrouver. Et puis, Charlie Kirk est décédé quasiment instantanément. En fait, on le voit, hein, il y a du sang qui a giclé de partout. Et la question, c'est, effectivement, ce qu'il se passe aux États-Unis a tendance à arriver en France avec un délai de retard, 5 ans ou que sais-je. On peut s'attendre à une montée radicale de la violence en France. On le voit de toute façon dans les affrontements qu'il y a aujourd'hui dans la société française. Hier, vous aviez des manifestations en France. Vous avez de plus en plus de mouvements d'extrême gauche, etc., qui revendiquent des choses. La question, c'est est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, en fait, à ce genre de purge, en fait, en France, où les gens peuvent être tués pour leurs idées, sachant qu'on est quand même, à la base, un pays de liberté. On est une terre de réflexion, une terre pour les libres penseurs. C'est une vraie question de société, et dans le climat instable qui règne aujourd'hui en France, je pense qu'il faut se mobiliser. Est-ce qu'on peut parler, alors, que ce soit du côté des États-Unis, mais également en France, est-ce qu'on peut parler d'un climat de guerre idéologique, selon vous? Je pense qu'on est non seulement dans un climat de guerre idéologique, mais on est dans un climat, si vous voulez, de guerre tout court. On assiste à une libanisation de la société, c'est-à-dire que c'est les jeunes contre les vieux, c'est les riches contre les pauvres, c'est la gauche contre la droite, c'est constamment, en fait, si vous voulez, une société qui se clivent. Certains parlent même, et je trouve que l'analogie est très bonne, de balkanisation de la société, dans le sens où on aurait des clans, hein, chaque région aurait son propre clan culturel, etc. Et oui, je pense qu'on assiste à cette balkanisation de notre société aujourd'hui en France, et ce qu'il se passe aux États-Unis, en fait, laisse craindre le pire, en fait. Et laisse craindre le pire. On va revenir sur l'actualité française. Donc, comme hier, comme vous l'avez précisé, hier, un mouvement bloquons tout avait promis que la France serait à l'arrêt lors de cette journée de manifestation du 10 septembre. Ça n'a pas été le cas. La France a même plutôt bien tourné. Ceci étant, est-ce que selon vous, cet impact sans leader comme celui des Gilets jaunes, est-ce que cet impact sans leader peut avoir un impact réel sur l'agenda politique selon vous? Le souci, c'est que cette manifestation, initialement, était lancée par des gens du mouvement Nicolas qui paye, donc c'était censé être des travailleurs. On a assez rapidement vu que ça a été repris par des mouvements politiques, par des associations. Et in fine, vous avez 29 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Alors après, ce chiffre peut être minimisé, peut-être que c'est 30 000, 40 000, mais on est loin d'une manifestation massive. Vous dites, alors certains chiffres disaient quand même jusqu'à 200 000, moi j'ai entendu entre 145 000 moi j'ai et vu 200 le 000. ministère de l'Intérieur 29 000, mais bon, du coup, c'est peut-être... Bon, en tout cas, c'était pas particulièrement... c'était pas aussi important qu'on l'avait promis. On s'attendait quand même, je pense, tous à un espèce de chaos du type gilet jaune, et en fait il s'est pas passé grand-chose. Mais donc ça veut dire qu'on peut pas le rapprocher de ce mouvement de celui des gilets jaunes de 2018? Non, je pense que c'est deux mouvements différents. Là, le mouvement des gilets jaunes, c'était quand même
la France entière. Hein. C'était la classe moyenne qui venait manifester. Aujourd'hui, vous avez quand même majoritairement des jeunes qui sont venus, qui ont gueulé, et puis voilà, en fait, hein, c'est un peu... Ça ressemble de plus en plus à des crises d'adolescence, en fait, si vous voulez. Hein. C'est les manifestations, c'est je suis jeune, je viens, j'aime pas les parents, à bas l'école, à bas les profs, et salaire à 10 000 € pour tous, quoi. Enfin, ça devient limite... incohérent, en fait. Ça devient une caricature, en fait. C'est dommage, hein, parce que ça décrédibilise en fait les revendications des gens qui sont légitimes, qui sont légitimes par la force des choses. Le pouvoir d'achat n'évolue pas, bien sûr, les tensions oui géopolitiques bien sûr, vous avez des salaires qui n'ont pas évolué depuis 2020, donc en fait vous avez l'inflation, vous avez pris 15% sur vos prix, mais votre salaire n'a pas pris 15%, donc effectivement vous avez une baisse de qualité de vie, ça c'est une remarque légitime. Donc on peut bien le comprendre. On va revenir sur la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Qu'est-ce qu'elle révèle de la stratégie d'Emmanuel Macron selon vous, cette nomination? Sébastien Lecornu, c'est le choix de la facilité. Si vous voulez, en 8 ans de mandat, on a eu 7 premiers ministres, Sébastien Lecornu inclus. Hein. Donc on était à 6 avec Bayrou. On est à 7. Alors la question qui se pose, c'est que moi, je l'ai d'ailleurs posé sur Twitter, c'est marrant, le tweet a été repris par Cyril Hanouna dans son émission hier. Je disais, mais écoutez, après François Bayrou, moi je mettrais bien un billet sur Patrick Sébastien en nouveau Premier ministre. Vous savez, ça aurait été dans la juste continuité des choses. Et au final, ça aurait été de l'argent pas si mal dépensé parce qu'on aurait pu rigoler. Sébastien Lecornu, si vous voulez, sera comme les 6 autres fusibles d'Emmanuel Macron. Il servira en fait de paravent, de paratonnerre. Il va présenter un budget qui va être, à mon avis, refusé à la majorité, puisque le RN ou la gauche voudront placer un des leurs en fait en Premier ministre. Le budget sera retoqué. Et on fera ce qui se passe aux États-Unis. On aura un espèce de shutdown. Vous savez, on devait boucler déjà le budget l'année dernière. On a voté une extension. On doit le boucler avant la fin de l'année. On le bouclera pas, très probablement. On va voter une extension. Et puis, en fait, comme on a fait. On va faire que ça. Donc, si vous voulez, Sébastien Lecornu, c'est le 7e fusible. Et à la limite, on aurait pu se payer un Patrick Sébastien. On aurait pu rigoler un peu plus. Mais donc, qu'est-ce que derrière tout ça, il cherche à faire? Il cherche à gagner du temps, en fait, en réalité. Est-ce que je pense qu'il est dans une fuite en avant. Il cherche à gagner du temps. En réalité, il a 2 stratégies. Soit il convoque des élections législatives, et au risque, encore une fois, il n'a pas de majorité à l'Assemblée, mais il en aura encore moins. Donc, il y aura peut-être un peu plus de RN, LR, donc du coup, ça l'arrange encore moins. Soit, effectivement, en fait, il essaie de faire passer de nouveaux premiers ministres. Le budget est retoqué. Et une des hypothèses en fait qui peut être avancée, c'est qu'Emmanuel Macron se dise ok, pas de majorité, pas de budget, je ne convoque pas de nouvelles élections législatives, je déclenche l'article 16 qui permet au président de prendre entre guillemets les pleins pouvoirs, je déclenche la loi de programmation militaire qui me permet de saisir les comptes, de museler l'opposition comme je veux, et puis jusqu'à la fin de mon quinquennat, ou peut-être au-delà, je tiens le pays parce que voilà, j'estime que le pays est en crise et que je peux activer cet article 16. C'est une hypothèse qui aujourd'hui n'est plus à exclure. Hein. C'est une hypothèse qui peut exclure, mais alors est-ce que dans ces cas-là, avant d'arriver à cet état quasi martial, cette situation quasi martiale, est-ce qu'il faudrait pas finalement que, un peu comme le propose LFI, qu'il propose sa destitution? Alors techniquement, si vous voulez, le général de Gaulle est parti pour beaucoup moins que ça. Hein. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de majorité. Il a dit je suis venu sauver les Français. Vous ne voulez plus, je pars. Merci, au revoir. C'était un geste noble. La question, c'est est-ce que Emmanuel Macron aura la décence, si vous voulez, de démissionner, et tout simplement de démissionner. Bon, je ne pense pas, connaissant le personnage, vous avez eu des mouvements sociaux absolument incroyables avec les Gilets jaunes. Ça a duré très très longtemps. Il n'a pas vraiment écouter leurs revendications, je ne pense pas. Elles ont été un peu, le Covid est arrivé aussi, par force de choses. Le Covid est arrivé, et puis si vous voulez, je pense que Emmanuel Macron brigue la présidence de l'Union européenne, ou en tout cas se voit en président de l'Europe. Vous le voyez dans les sommets internationaux, il essaie toujours de se placer comme le leader des dirigeants européens. Et je pense qu'il a de vraies ambitions de ce côté-là. Et donc s'il se destitue, il ne serait plus crédible pour devenir ce président de la Fédération européenne. Mais c'est ça, exactement. On a dit qu'effectivement, ils étaient intéressés plus aux affaires internationales qu'aux affaires domestiques. Domestiques, exactement. C'est effectivement ce qu'on avait remarqué. Mais donc, du coup, par la force des choses, même si on comprend cette logique temporelle dans la nomination de Sébastien Lecornu, est-ce que finalement, c'est pas encore une erreur, une énième erreur, et finalement, il faudrait qu'il ouvre un petit peu maintenant à l'extrême droite et à l'extrême gauche? De toute façon, le bon move à faire, c'est de faire une coalition. C'est de donner aux majorités un peu plus de pouvoir, un peu plus de place. Maintenant, la question, c'est ces majorités auraient-elles changé la donne? Si vous aviez un Premier ministre, je dis une bêtise, LR, RN ou même, que sais-je, PS, LFI, même, ou n'importe où LFI, disons LFI. Disons le gros mot.
est-ce qu'au final, le budget aurait été plus intéressant? Est-ce qu'il aurait été plus cohérent? Je ne sais pas, en fait. Hein. Pas forcément, les marchés. Enfin, exactement. Donc au final, je pense que la solution ne se trouve même pas du côté d'un nouveau Premier ministre. La solution se trouve réellement et si on est pragmatique, dans un changement de système ou dans une remise à la 5e République, qui est un régime parlementaire, donc oui, est à bout de souffle aujourd'hui. Le Parlement a beaucoup trop on a besoin, je pense, de pouvoir, en fait. Oui, on a besoin, je pense, de réformer aujourd'hui. Oui, c'est ça, donc de basculer dans une 6e République où... Et il va falloir revoir les choses en profondeur. Très clair, ok. Bah écoutez, attendons de voir. Hein. Sébastien Lecornu, ce matin, expliquait qu'il fallait s'attendre à des changements. Est-ce qu'il a pas enfin, à quoi ça sert de dire qu'il faut des changements quand on a les mains liées à ce point-là? Ça veut dire 49-3. 49-3, j'impose tout de force, mais bon, vous avez vu comment se sont terminés les derniers 49-3, donc si vous voulez, ça aurait été à l'image du gouvernement et des 2 quinquennats de Macron, ça aurait été le gouvernement, la direction par la force. Et le problème, c'est qu'en France, ça ne passe pas parce que la France a une culture de la liberté de penser, de l'indépendance et aussi tout simplement je dirais de l'émancipation. Hein. C'est une terre de gens qui sont à la base libres et qui aiment être libres. Et c'est contre nature, la façon dont procède Emmanuel Macron est globalement contre nature. Donc il ne faut pas s'attendre à une nouvelle méthode de gouvernance de la part de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu est un proche de Macron, il est connu pour être docile. Hein. Vous savez, Macron ne prend pas de grosses personnalités, de vrais hommes d'État. Hein. Il prend des pions interchangeables. Hein. Vous avez très probablement chez lui une liste de personnes qu'il nommera en fait les unes après les autres. Sylvain, merci. L'autre actualité, c'est demain, Fitch va publier sa note, la note de la dette française qu'elle estime juste. Est-ce que le vote, est-ce que la chute du gouvernement Bayrou, dans un premier temps, a selon vous compromis le vote du budget, le dépôt du projet de loi de finances pour 2026? Est-ce que la chute du gouvernement Bayrou a signé finalement cette non-signature? On n'y va pas, ça va être très compliqué. On va encore... Voilà, on se retrouve encore dans une situation délicate. Eh ben, la non-signature, le non-vote de confiance de Bayrou, effectivement, de toute façon, n'est pas un signal positif pour les marchés. Vous avez aujourd'hui la France qui emprunte à des taux supérieurs à l'Italie. On empruntait à 3,48 sur le 10 ans contre 3,47 pour l'Italie. 3,47%, je précise. Et d'ailleurs, certaines prédictions nous porteraient même, si on devait reporter les taux auxquels on emprunte sur certaines maturités, on aurait une équivalente notation BBB- en fait, ou BBB, d'accord, même pas un simple A. Donc Fitch va très probablement dégrader la note de la France. La question qui va se poser, c'est pour que les institutions financières arrêtent d'acheter de la dette d'un État qui est réputé pas assez mature, pas assez sécurisé, qui a une note qui est trop basse. Il y a la règle des 2 sur 3, il faut potentiellement 2-3 agences de notation sur 3 ou 4 qui dégradent la note pour qu'on arrête d'acheter la dette de l'État français. Ce qu'il risque de se passer, c'est que vous avez une agence de notation qui dégrade la note de la France. Je pense que les autres resteront gentiment en place parce qu'elles recevront un coup de fil de Bercy pour leur dire « Écoute, c'est très simple, si tu bouges, on bouge ». Si tu bouges, parce que les enjeux sont énormes pour la France aujourd'hui. Si les institutions financières ne peuvent plus acheter de la dette française, on est foutu. Effectivement, alors après, on n'est pas... Est-ce que on est au bord du précipice, comme vous le dites? Il y a beaucoup d'analystes qui disent oui, mais attention quand même, la solvabilité française reste quand même très importante. On est assis sur des niveaux d'épargne qui sont considérables. Alors, ce à quoi je répondrais, Lecornu a d'ailleurs bien rebondi là-dessus. Il a dit que l'épargne des Français était massive, qu'elle pouvait être mobilisée. On parle de 6 000 milliards, je crois, d'épargne, quelque chose comme ça. C'est absolument énorme. Moi, je répondrais juste une chose. C'est que n'oubliez pas aujourd'hui que la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que nous payons sur la dette, pour 2026, s'élèvera à 75 milliards d'euros. Ouais, c'est gigantesque, c'est plus que pour vous donner, le budget de l'éducation nationale, c'est à peu près 70 milliards. Donc, on paye les profs et les salaires des directeurs, des écoles, machin. Tout compris, c'est 70 milliards. Les intérêts qu'on va payer sur notre dette, c'est comme si vous payiez l'intérêt de votre prêt immobilier, c'est 75 milliards. C'est plus que ce que vous donnez à tous vos professeurs, à toutes les personnes qui participent à votre système d'éducation.
c'est plus que le budget de la santé. C'est le budget de la défense, c'est ridicule. La police, la sécurité, c'est même pas, je crois, 10 milliards. 75 milliards, c'est juste les intérêts. Et ça, c'est le reflet d'un modèle politique où finalement, dès qu'il y a une revendication sociale, eh bien, on la finance, on paye, et on s'endette pour la financer. Donc en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que par manque de courage politique, on hypothèque l'avenir de nos enfants, parce que de toute façon, c'est pas nous qui allons le payer tout de suite. Ça c'est la dette, ça se rembourse plus tard, et puis c'est nos enfants qui la paieront. Donc, pour préserver, on va dire, le statu quo, les générations précédentes se sont endettées. Mais ce qui nous a vraiment mis dedans, c'est 2020. C'est Emmanuel Macron qui nous fait quasiment 1000 milliards de dettes après le Covid. Et en plus, qui désindexe, si vous voulez, les obligations de l'inflation. Enfin non, qui indexe les obligations sur l'inflation. Ça, ils l'ont fait il y a quelques années et ça nous a tués. C'est une erreur qui nous a coûté des dizaines de milliards. Des dizaines de milliards. Et aujourd'hui, on paye. Et aujourd'hui, on paye. Et donc, par la force des choses, donc demain, c'est Fitch. Je rappelle qu'il y a 6 agences de notation qui s'occupent d'analyser et de commenter la dette de la France. Les 3 principales, on les connaît, hein, c'est Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Demain, donc, c'est Fitch. Le 24 octobre, ce sera Moody's. Et le 28 novembre prochain, c'est Standard & Poor's qui délivrera sa notation. À quoi s'attendre, selon vous? Du coup, on va être dégradé ou a priori Oui, on va être dégradé par au moins une de ces agences de notation. La question, c'est est-ce que les autres suivront? Si oui, sous quel rythme, en fait, si vous voulez, hein. Les enjeux sont quand même énormes. On parle de la France, un des pays piliers dans cette Union européenne. Si la dette de la France, si la France fait faillite, elle n'arrive plus à se refinancer ou ça lui coûte beaucoup trop cher, ce qui va déjà être le cas en 2026. Il n'y a pas 10 000 solutions. Soit vous levez plus d'impôts, soit vous prenez l'argent des Français pour vous refaire, soit vous faites faillite et c'est le FMI qui prend la relève. Donc le FMI vous donne de l'argent et en contrepartie vous impose des réformes qui sont en général pas très sympathiques. On l'a vu chez les Grecs. Après 2008. Mais je crois, oui. Alors d'autres expliquent que de toute façon le risque que le FMI prenne les commandes de la politique française est quand même très faible. Et puis surtout, on a tous compris maintenant, c'est bien que le problème vient de notre approche et notre paradigme social, de la façon dont on finance le social en France. C'est-à-dire, il est pas mauvais, il est très bon par la force des choses, qu'on soit tous sur un pied égalitaire, qu'on essaye d'aider son prochain, c'est très bien. Seulement, c'est la pyramide des âges qui va vous mettre dedans. C'est-à-dire que il y aura pas assez d'actifs pour financer un modèle économique et un modèle politique. C'est déjà le cas, ouais. Et c'est déjà le cas. Et ça va être pire. Du coup, par la force des choses, peut-être que c'est même au-delà, ce sont des réformes structurelles qu'il faut engager. Donc, vous le dites, c'est un courage politique qu'il faut avoir. C'est un courage politique. Quelles que soient les obédiences. C'est un courage politique, je pense que personne ne l'a aujourd'hui. Et pour une raison qui est très simple, Louis-Antoine, je vous donne un exemple concret. Hier, je suis passé sur une radio qui s'appelle Toxin. Et c'est marrant parce qu'avec les intervenants et la présentatrice, on parlait de courage politique. C'est marrant, hein. Oui, les Français n'ont pas assez, les politiciens n'ont pas assez de courage politique, ils ne disent pas la vérité aux Français. On m'a posé une question sur ce plateau, on m'a dit, Sylvain, quelle est la solution pragmatique aujourd'hui pour les Français qui nous regardent pour s'en sortir? Je lui ai très naturellement répondu, c'est simple, vous faites vos valises, vous partez de France. C'est la solution la plus pragmatique. Le pays va couler, on va avoir peut-être 15, 20, 25 ans de récession et peut-être de guerre civile. Vous n'avez rien à gagner si vous avez 30, 40 ans ici. Enfin, vous allez subir la crise, vos enfants aussi. Les gens m'ont fustigé dans les commentaires en me disant mais non, c'est pas ça la solution. Et je comprends, et j'ai compris ce jour-là, donc hier, pourquoi les politiciens manquaient de courage politique. Les gens, et notamment en France, mais pas qu'en France, ne veulent pas entendre la vérité. Si la vérité ne leur convient pas, ils vous fustigent. Et donc, les politiciens, ayant un conflit d'intérêts, leur but étant d'être élus pour profiter de certains avantages, ne vont pas aller à l'encontre de la foule en leur disant écoutez, la vraie solution c'est de couper le système de retraite par répartition, de faire soit un système mixte comme en Suisse, répartition plus capitalisation, soit passer 100% de capitalisation. Bon, voilà. 100%, le gap serait trop important. Je pense que déjà un système comme la Suisse est déjà très bien, un tiers, c'est-à-dire un tiers. En tout cas, il faut changer quelque chose, quoi qu'il arrive. Il faut le changer. Et ce manque de courage politique, on l'a aujourd'hui, parce qu'en fait, personne n'est prêt à prendre des coups pour ça, en fait, tout simplement. Personne n'est prêt à prendre des coups pour la France, pour un futur, parce qu'en fait, les réformes qui vont être engagées par la personne qui va prendre les coups, elle n'en profitera pas, parce qu'au final, c'est qui? C'est dans 10-15 ans les enfants qui se diront tiens, c'est cool, on a une super retraite, mais le gars qui a mis ça en place, on s'en souvient plus, en fait. Si vous me demandez qui a mis en place la retraite par répartition, personne ne sait répondre à cette question. Non, mais c'est vrai, vous comprenez? Non, mais effectivement, l'enjeu est là, en fait. L'enjeu est là, peut-être qu'effectivement, certains, j'en sais rien. C'est un sacrifice, si vous voulez, Louis-Antoine. Quelqu'un doit se sacrifier pour la cause, personne n'a envie de se sacrifier, c'est bien ça le souci aujourd'hui. Écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Après, je rappelle qu'il y a eu des adjudications de dette française la semaine dernière. Et qui étaient sursouscrites. Et elles se sont très bien passées. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans une situation dramatique. Mais en tout cas,
Est-ce qu'on est en faillite? Non, mais demain, attendons de voir. Attention. La trajectoire n'est pas forcément Je pense que c'est surtout... la France... on ne voit pas la France en faillite, elle l'est techniquement, hein, mais on ne la voit pas en faillite parce qu'on se dit que l'État français est capable de lever de l'impôt. Oui, c'est ça, il est solvable. Mais lever de l'impôt, ça veut surtout dire créer de nouvelles taxes, vous prendre de l'argent à vous et potentiellement mobiliser votre épargne. Et ça, c'est très grave. Donc, attention La taxe Zuckman, vous en pensez quoi sur les très hauts revenus? On parle de plus de 100 millions d'euros de revenus de patrimoine. Alors, c'est très simple. Ils commencent par 1800 foyers, donc ceux qui ont plus de 100 millions de dollars. 20 milliards de dollars seraient exactement, donc 20 milliards d'euros, pardon. Alors ça, c'est assez drôle, parce qu'à chaque fois, Louis-Antoine, qu'on vous dit, je crée une taxe, ça va rapporter de l'argent, les taxes sur les plus riches ont été statistiquement, ça a été statistiquement démontré qu'elles ne rapportent pas beaucoup d'argent pour une raison qui est très simple, c'est que les personnes riches ont accès à des conseillers qui leur permettent de structurer leur patrimoine. Je vous donne un exemple concret, l'exit tax. Vous savez, cette taxe installée par Nicolas Sarkozy. Notamment qui visait les ménages qui partent en Belgique, qui partent à l'étranger, etc. C'est une taxe, c'est un des impôts les moins efficaces de Bercy. Ça ne rapporte rien. Alors cet économiste, Monsieur Zuckman, lui a modélisé donc l'impact. Il le mesure entre 15 et 25 milliards. Moi, je peux même alors modélisons-le même à 300 milliards, comme ça au moins on résout le problème. En fait, si vous voulez, il y a une analogie qui est très drôle. Les fondateurs de Mistral, vous savez, les 3 Français qui réussissent, le Mistral AI, française, voilà, pépite de l'intelligence artificielle, valorisé 14 milliards de dollars. 3 Français qui créent un truc dans l'intelligence artificielle. 14 milliards de dollars, une vraie réussite. Et ben, si on mettait la taxe Zuckman en place, ils devraient payer 37 millions d'euros par an, chacun, en taxes. Les fondateurs, vous voulez dire. Les fondateurs. Alors que la boîte n'est pas rentable et qu'ils sont en train de la créer. Ce que vous dites, c'est que c'est une forme de punition. Je suis puni pour avoir travaillé, voilà, tout simplement. Donc c'est ce qui va se passer. Donc qu'est-ce qui se passe? Ces mecs-là devraient payer 37 millions par an d'impôts sur quelque chose qu'ils n'ont pas perçu. Et in fine, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient revendu leur boîte aux Américains ou à quelqu'un pour payer des impôts. Donc alors on comprend bien que finalement le levier fiscal il est à abandonner en fait. En réalité, la solution elle est de mobiliser l'épargne des Français. On est déjà le pays qui a la pression fiscale la plus élevée au monde. Je crois qu'il y a qu'un seul pays qui est devant nous, c'est un pays du Nord. Mais les pays du Nord ont du pétrole d'ailleurs, donc c'est encore différent. Exactement, mais ça me surprend, Sylvain, venant de votre part, que vous émettiez la possibilité que finalement créer de nouvelles taxes, ça puisse être un levier intéressant pour combler ces déficits. Ah non, moi je suis pas du tout pour créer de nouvelles taxes. Non, vous m'avez mal compris, je rectifie. Non, moi je pense que créer de nouvelles taxes, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée de nouvelles taxes, les gens trouvent des échappatoires et vouloir taxer les riches, c'est inefficace parce qu'au final... Riches comme entreprise, comme ménage, mais que ce soit les riches ou les moins riches. Si vous voulez, ils ont accès à des conseillers. Donc en fait, tu prends un rendez-vous avec un avocat fiscaliste et puis voilà, tu structures un montage et tu arriveras toujours à t'en sortir. C'est les taxes sur les classes moyennes. Et donc la solution est il faut pas remplacer un fonctionnaire sur 3 qui part, voire la solution en fait, la solution est très simple, c'est que l'État français est très bon pour générer du revenu. Louis-Antoine, l'État français est très bon pour lever de l'impôt. Donc c'est pas une question de revenus, ce n'est pas une question de on n'arrive pas à gagner assez, en fait. C'est une question de dépenses. Nous dépensons trop, n'importe comment, n'importe où, et rien n'est contrôlé. Dépensons moins. Et trop d'agences diverses, trop de fonctionnaires. Vous avez plus de 50% des Français qui dépendent de l'argent de l'État d'une façon directe ou indirecte. Oui, vous avez plus de 30 millions de Français qui dépendent de l'argent de l'État, que ce soit sur les marchés publics, sur le fonctionnariat, sur les aides sociales, voilà, qui prennent de l'argent de l'État. Une personne sur 2 qui prend de l'argent de l'État, on est bien d'accord, il y a un problème. Que 2 personnes sur 10 reçoivent des prestations ou des aides, je veux bien l'entendre. Plus de 5 sur 10, il y a un souci. Il y a un souci. Donc il y a peut-être un modèle politique à revoir. Et je pense même que la conclusion serait que la France vit en fait dans une société, dans un état-providence. Mais ce n'est possible de vivre dans un état-providence que quand on a des ressources et des matières premières en général. Qu'on soit le Qatar, qu'on soit les pays d'Europe du Nord comme la Norvège, la Suède, la Finlande, on a du gaz, on a du pétrole, on peut financer un État-providence en mettant tout gratuit parce qu'on vend des matières premières. La France n'est pas un pays à matières premières. Donc, le modèle d'État-providence était voué à l'échec. Ça n'était qu'une question de temps, en fait. C'était qu'une question de temps. Donc, le modèle s'essouffle et on en voit bien les conséquences. Et il faut en redéfinir les contours rapidement. Écoutez, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous ce matin. Sylvain Tiger, vous êtes notamment fondateur d'Ultra Bourse. Vous êtes également analyste, ancien analyste et trader. Et avec nous pour comprendre, décrypter le monde dans lequel on vit actuellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte page de publicité de notre côté. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.